gestion peuvent être très différentes, que ce soit entre les fondateurs, au sein d'une start-up, entre les dirigeants, entre les actionnaires, que ce soit parmi les employés, parmi vos clients, vos fournisseurs. Et si l'on regarde cette courbe en forme de U, que j'appelle la courbe du changement, elle est scindée en 4 phases. Et ces 4 phases, effectivement, on a la première étape qui est la phase de choc, où là, on est un petit peu on peut être dans le déni par rapport à la situation que l'on vit. Et puis, il y a cette phase de remise en question, où on va réfléchir, se poser des questions, se demander mais pourquoi on est là, pourquoi on fait ce travail, quel est le sens que l'on donne à notre activité. Il y a une phase ensuite d'acceptation, on va accepter cette situation, on va rentrer dans une résilience progressive, et puis une phase d'engagement. Et chacun va pouvoir se trouver à des moments différents sur cette courbe, sachant qu'avec les événements que nous avons vécus, c'est un perpétuel aller-retour, bien souvent, et on peut être dans l'engagement, retomber dans le choc, repartir dans l'acceptation, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir que tout le monde n'est pas au même endroit dans cette courbe, et vos salariés, vos employés, vos collaborateurs ne sont pas au même endroit que vous sur cette courbe. Donc, chacun a sa réalité, et il est important pour cela de veiller à 3 points importants de vigilance que je vais détailler dans le slide suivant. Le premier point de vigilance, c'est, je l'ai dit, cet écart de perception entre vous et les parties prenantes. Donc, pensez à questionner les parties prenantes sur leur perception de la situation, et puis quel est leur état d'esprit. Le deuxième point de vigilance, ça va être par rapport à vos équipes. Chacun est à un stade différent. Je vous l'ai dit, on passe du stade 1 au stade 4 de façon rapide, accélérée. Donc, laissez du temps au temps pour que chacun dans votre entreprise puisse avancer aussi à son rythme. Le troisième point de vigilance, c'est ces régressions possibles d'aller-retour entre cet état de choc, de peur et d'acceptation. Si on prend des exemples, on peut très bien être dans un état d'engagement et puis un jour on se rend compte que l'on a dans sa famille quelqu'un qui est confronté, qui est atteint de coronavirus, et là on peut retomber, on a une prise de conscience du risque et on peut retomber dans un état de choc. On a aussi ces vagues successives avec les différents variants qui arrivent aujourd'hui, qui peuvent nous faire retomber aussi dans une phase de choc, de dépression ou d'isolement. Donc, je dirais les mois qui ont passé, on pensait que tout irait bien, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'allers-retours et qu'on n'est pas encore sorti de cette période. Donc, il faut aussi, je voudrais insister également sur 3 écueils importants et majeurs sur lesquels il faut être très attentif pour surveiller effectivement l'état d'esprit de vos collaborateurs. Et sur ces 3 écueils, on peut les classer sur une dynamique suivant 2 axes. Peuvent être mal interprétés sur un site web. Du coup, on essaie de les découper. Ah, il y a quelqu'un qui parlait, pardon. J'ai eu une interférence au niveau du son. Donc, on peut effectivement mettre ces 3 écueils suivant 2 axes qui ont différentes intensités. Il y a l'axe horizontal qui est cet axe de la cohérence, qui est le résultat de la compréhension et de l'implication de son travail dans la réalisation d'une stratégie claire, qui peut être nouvelle suite à un pivot et qui doit être correctement communiquée. Donc, est-ce qu'on est bien dans l'action? Est-ce qu'on est bien en phase avec la stratégie de l'entreprise? L'axe vertical, c'est l'axe de la cohésion qui résulte de la culture d'entreprise, du sens que l'on donne à son travail. Et en fonction de l'endroit où on se trouve dans cette dynamique entre la cohérence et la cohésion des équipes, on peut avoir différents écueils. Alors, le premier écueil qui existe, c'est effectivement la personne qui est complètement désengagée. Elle a une perte totale de lien social,
il y a une absence de communication avec sa hiérarchie. La personne va sombrer progressivement dans un immobilisme et va être complètement démotivée, désengagée. Le deuxième écueil possible, c'est celui qui est en haut à gauche. Ce sont les personnes qui ont un sentiment d'inutilité. Elles sont dans un collectif qui est lié, mais il y a une perte de sens dans ce qu'elles font. La vision de l'entreprise n'est pas partagée ou correctement partagée, et ces personnes ne savent pas comment être plus utiles ou se rendre utiles dans l'entreprise par un manque de directives ou d'objectifs. Le troisième écueil, c'est peut-être celui qu'on parle le plus souvent, qui est assimilé au burn-out, c'est l'épuisement. On a un épuisement physique, mental, émotionnel. On est débordé de travail. On est dans une situation qui est très exigeante. Notre agenda est très rempli. On demande de plus en plus d'agilité, de réactivité. On ne fait pas attention au temps de travail, de la répartition de temps de travail, temps personnel. On ne fait pas attention aux pauses du midi, par exemple, et la personne rentre progressivement dans cet épuisement qui peut être physique, mental, émotionnel. Alors, bien sûr, le rôle du dirigeant, c'est de jouer sur ces deux axes pour vraiment engager ces équipes premièrement en projetant effectivement sa vision, sa stratégie, son plan d'action et en travaillant la culture au sein de ces équipes pour assurer la cohérence au sein de ces équipes. Donc, essentiel, bien veiller à ces écueils que vous pouvez rencontrer au sein de votre entreprise. Alors, pour régénérer ces équipes, il y a aussi, de notre point de vue, 4 étapes essentielles que je vais résumer ici. Alors, bien sûr, le premier élément qui est important, je pense, c'est que cette crise a prouvé aux entreprises que réellement elle repose sur l'humain. Alors, bien sûr, tous les dirigeants que nous sommes diront qu'on le disait déjà, mais si on regardait dans nos choix que nous faisions auparavant, on était plus souvent préoccupés par répondre à des exigences économiques, à relancer notre chiffre d'affaires, à penser notre rentabilité et à mettre le facteur humain en second plan. Donc, d'abord, pour retrouver la performance de vos entreprises, avant de rechercher cette performance économique des entreprises, il est essentiel de retrouver la cohésion des individus. Premier point, pour avoir cette cohésion des individus, avoir ce reset, cette régénération, une première étape peut être, par exemple, de partager le vécu de chacun, de faire un état des lieux, des ressentis. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler reformer le fil commun de l'histoire. Quels sont les éléments forts de la culture? Donc, ça peut être sous forme d'un débriefing avec son équipe, de mettre des mots sur les mots, MAUX, bien sûr développer son empathie, sa sympathie vis-à-vis des personnes, et puis prendre conscience des différentes situations vécues, communiquer, écouter. La deuxième étape, c'est bien redonner du sens à l'ensemble de son équipe. C'est vraiment les éléments de la culture de l'entreprise. Quelle est la mission de l'entreprise? La rappeler, sa raison d'être. Quelles sont les valeurs dans l'entreprise et montrer l'exemple de ces différentes règles de vie qu'on a au sein de l'entreprise. C'est redéfinir des nouveaux rituels. Avant, on avait des rituels autour de la machine à café. Ceci n'existe plus. Quel type de rituel on pourrait de nouveau créer? Ramener des nouveaux rituels, ramener du rythme, un peu de plaisir aussi, des célébrations au sein de l'entreprise, retrouver ces liens sociaux. Et puis, comment exprimer ces résultats, ces fameux KPI. Ces KPI peuvent être différents aujourd'hui par rapport à ceux qu'on avait avant. Comment on va les mesurer, comment on va communiquer auprès de ces équipes ces nouveaux KPI. Donc ça, ce sont les premiers éléments qui me semblent en tout cas essentiels. Le deuxième élément, c'est, bon, vous l'aurez bien compris, j'insiste, mais le premier capital d'une entreprise, c'est bien les hommes et les femmes qui y travaillent. Et donc, la troisième étape, c'est comment bien fonctionner ensemble.
Donc, c'est de faire un diagnostic aussi, faire un peu cet auto-diagnostic, ce contrôle technique des équipes pour vérifier quelles sont les bonnes pratiques, comment on travaille aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris durant cette période, qu'est-ce que l'on doit faire évoluer et puis quand le faire. Le deuxième élément, c'est engager effectivement ensuite, une fois qu'on a fait cet autodiagnostic, ça va être d'engager différentes actions. On va pouvoir planifier des actions de réparation, d'évolution des différents modes de fonctionnement, modifier nos modes d'organisation et que cette réflexion soit bien collective. C'est essentiel. Voilà. De cette régénération, de ces différentes pistes que je vous donne de réflexion pour régénérer, pour engager ces équipes dans votre quotidien au niveau des entreprises, il ne faut pas non plus oublier aussi la régénération de votre business qui est à venir dans un deuxième temps. Et si on parle de la régénération de son business, je passe le slide suivant, on peut constater aujourd'hui que la crise que nous avons vécue, effectivement, a permis de révéler un certain nombre de faiblesses au niveau de l'entreprise, mais ça a été aussi un accélérateur des opportunités. Je l'avais dit en introduction, et je reprends au moins 3 éléments essentiels par rapport au business, c'est-à-dire que vous avez pu engager, en tout cas, des réflexions sur des transformations de stratégie industrielle ou logistique. Toujours cette notion de circuit court, de mise à disposition plus facile de vos produits, de vos services auprès de vos clients, de rapprocher que vos sources d'approvisionnement, que vos fournisseurs, on a vu que c'est de les avoir les plus près possible de son lieu d'utilisation. La transformation numérique. Je crois que là maintenant, c'est essentiel. Une entreprise ou un dirigeant qui n'a pas pris conscience de la transformation numérique dans le monde actuel, c'est une erreur. On voit que les choses s'accélèrent énormément. On est dans ce monde de la plateformisation, des marketplaces, des sites de vente Internet, des modifications de la relation client, de la relation fournisseur. Qui est là. Donc, il faut vraiment aller vers la transformation numérique et puis la transformation des comportements. On l'a dit, les comportements sociaux, environnementaux, prise de conscience du rôle de nos sociétés, du rôle de dirigeants dans la société au sens large au niveau de notre planète. Donc, pour la grande majorité des entreprises, c'est effectivement un nouveau départ. Il faut de l'agilité, il faut aller vite. Pour reconstruire, il faut savoir pivoter si nécessaire. Plusieurs ont pivoté, ont développé de nouvelles activités. Il faut aussi mesurer les risques, pérenniser bien sûr certaines pratiques et définir cette nouvelle trajectoire stratégique et ces nouveaux axes stratégiques. Donc, si le temps me le permet, je vous présenterai dans un deuxième temps un exemple que nous avons chez Visconti d'une méthode structurante que nous appliquons en business coaching. Et puis, en fin de session, je reviendrai sur un partage de best practices que l'on peut utiliser un petit peu, c'est pas un inventaire à l'après-vert, mais presque un peu tout ce qu'on a pu noter en best practices qui ont été mises en place par nos clients. Certaines peuvent vous donner des idées, certaines sont connues, d'autres peut-être plus originales. On y reviendra en fin de session. Mais d'abord, ce qui me semble maintenant important, ça va être de pouvoir partager aussi entre nous et puis de laisser la place au témoignage de 2 dirigeants entrepreneurs, donc Thibaut Mervoyer de FMR Square et puis Christophe de la Chanal de Skewware Lab, si j'ai bien prononcé le nom de l'entreprise. Voilà, et donc j'aimerais partager avec eux, avoir leur témoignage sur les questions que j'ai posées ici, c'est-à-dire qu'effectivement, comment ils ont vécu cette période, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place eux aussi dans leur entreprise, quelles sont les pratiques qu'ils ont mises, quelles sont les transformations qu'ils ont pu mettre en place, transformations business aussi, qu'ils ont pu mettre en place dans leurs activités.
et puis quelles sont les difficultés éventuellement qu'ils rencontrent. Voilà, avoir ce partage d'expérience. Donc, ce que je propose, c'est de donner dans un premier temps la parole à… Allez, on ne va pas se tromper cette fois-ci, je vais donner la parole à Thibaut, Thibaut Mervoyer de FMR Square. Thibaut, est-ce que par rapport à ce que nous avons dit, par rapport à ce que tu as, toi, vécu dans ton entreprise, avec tes activités, quels sont les éléments majeurs que tu aimerais partager avec toutes les personnes qui participent à ce petit webinaire? À toi, Thibaut. Merci, merci en tout cas de nous permettre de participer à ce webinaire. Tout ce que tu as dit était très intéressant, Tanguy, merci beaucoup. Une chose est sûre, c'est que cette période est particulière et finalement est peut-être une accélération de beaucoup de tendances. Ça me fait penser à ce phénomène de catalyseur, c'est-à-dire que tout va plus vite. Et quand tout va plus vite, il faut essayer de tout anticiper encore plus. Donc, moi, ce que j'aurais envie de dire, peut-être par rapport à ce que tu dis, c'est que, un peu comme un joueur d'échecs, finalement, la période nous oblige à essayer de prévoir en amont toujours plus loin le nombre de coups pour pouvoir faire en sorte de parer au mieux les incertitudes auxquelles on affronte. Je partage tout à fait ton point sur le concept d'équipe, le fait que c'est bien grâce à l'équipe qui nous entoure qu'on va réussir à passer les différentes vagues successives. Après, nous, on a eu une histoire un petit peu particulière. Je vais peut-être… est-ce que tu souhaites que je la développe tout de suite maintenant, Tanguy, ou peut-être laisser la parole à ton autre intervenant? Disons que tu vas pouvoir développer. J'avais déjà une question par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit effectivement, il faut pouvoir anticiper, prévoir le coup d'après, comme au jeu d'échecs, prévoir en échec, je crois que les bons joueurs d'échecs prévoient plus qu'un coup après. Ils prévoient pratiquement jusqu'à la fin de leur partie. Mais ça, c'est pour les excellents joueurs. Quand toi, tu dis effectivement anticiper, pouvoir prévoir, est-ce que tu as un exemple justement d'anticipation, de prévoir le coup suivant? Qu'est-ce que tu as au niveau de ton entreprise? Quel a été le coup suivant que tu as pu mettre en place? Alors, nous, en fait, dans ces crises, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait. Et du coup, nous, une chose est sûre, c'est que quand on a vu le virus arriver, agissant dans le monde de l'événementiel, on a su très rapidement que notre marché allait être sinistré sur une longue période. C'est-à-dire qu'il faut pas se voiler la face et parfois on a tendance à avoir des faux espoirs et du coup à ne pas prendre les décisions nécessaires qui sont souvent difficiles parce qu'on se cache derrière des faux espoirs. Nous, ce que l'on a tout de suite réalisé au moment de la crise et du premier confinement, c'est que l'événementiel mettrait beaucoup de temps à repartir parce que structurellement, c'est un marché qui, pour organiser par exemple un salon professionnel ou grand public, les choses doivent se faire en amont, à minima 3 mois, voire 6 mois. Donc, dans la mesure où tout était annulé, nous, on a tout de suite su que, alors on était bien incapable de dire qu'on serait arrêté aussi longtemps, mais en tout cas, dès le mois d'avril, début avril, on sait qu'il ne va rien se passer dans l'événementiel avant la rentrée de septembre, 6 mois, quoi, quasiment. Et du coup, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a accepté ce constat qui est difficile, parce que nous, ça correspondait en plus pour FMR Square à notre pic d'activité, à ce moment-là, les choses peuvent se mettre en place et on décide de rebondir et on trouve des solutions. Nous, en l'occurrence, ça a été la création d'une nouvelle marque qui s'appelle la French Cabane, qui reprenait les codes de notre produit, mais cette fois-ci destiné aux particuliers pour le marché de l'aménagement de jardin qui, lui, laissait entrevoir de belles perspectives. Mais voilà, la vraie difficulté, c'est accepter une situation qui ne nous est pas favorable et une fois qu'on a posé les bases de cette nouvelle situation, les choses s'enclenchent relativement facilement une fois que collectivement, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. C'est l'inaction finalement qui est difficile, mais souvent, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a quand même quelques certitudes sur lesquelles on peut se baser pour rebondir et construire une nouvelle stratégie. Très bien. J'aime beaucoup cette notion
que j'appelle moi effectivement affronter la réalité telle qu'elle est. Pour certains, je ne sais pas si vous connaissez le complexe, enfin plutôt le paradoxe de Stockdale, et je vous invite à aller voir, vous tapez sur Internet le paradoxe de Stockdale, qui est effectivement cet amiral américain qui était emprisonné au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Et là, je dirais la morale, en tout cas, ce qu'on peut retirer de cette histoire, c'est que toutes les personnes qui n'arrivaient pas effectivement à affronter la réalité en face, à se dire qu'ils seraient là pendant longtemps et que ça allait être très très dur, mais qu'un jour effectivement ils s'en sortiraient, et qui étaient plutôt dans un sentiment, allez, dans 3 semaines c'est fini, dans un mois on est sorti, dans 2 mois on est fini, sorti à Pâques ou à Noël, ben, toutes ces personnes qui étaient par je dirais, trop d'optimisme, on peut appeler ça de l'optimisme, ben, effectivement ce sont les personnes qui décédaient et qui ne résistaient pas effectivement aux tortures. Donc c'est vraiment affronter la réalité en face, se dire que ça va être dur, se projeter dans le futur. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, mais c'est être conscient et puis mettre en place des plans d'action. Voilà. Je vais donner la parole à merci Thibaut, et puis je reviendrai après sur toi pour voir un peu comment ça s'est passé aussi avec les équipes, la communication avec les équipes. Mais Christophe, déjà, toi, au niveau de Schoolware Lab, qu'est-ce que tu peux ajouter ou compléter par rapport aux propos de Thibaut? Alors, en fait, moi, je souhaiterais rebondir sur l'aspect accélérateur de transformation. Et là, je dirais par contre plus sur un aspect organisation et organisation en fait des équipes et management. Euh, Puisque en fait, avant, je dirais qu'il y ait la crise sanitaire et qu'il y ait le corona. Donc, on était, je dirais, en termes de travail, même si on faisait de temps en temps du télétravail, on avait, je dirais, euh, on se voyait pratiquement tous les jours avec des petites équipes open space, donc très forte proximité et avec des rituels, je dirais, organisationnels qui se mettaient en place, mais qui restaient assez, on va dire, légers, avec le point du lundi, des meetings d'équipe, des meetings de middle management. Mais il y avait, étant donné qu'il y avait une très forte proximité et, euh, et qu'on se voyait tous les jours, que ce soit au café ou autre, pour manger, c'était assez organique et informel. Par contre, quand il y a eu la premier confinement, puis après on a vu déconfinement, reconfinement, et puis après euh, des modes hybrides, en fait, ce qu'on a vu donc au premier confinement, nous, c'est voilà, une accélération en fait de nos rituels. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, euh, les liens et la proximité que l'on avait a été cassé, coupé. Et en fait, ça a été une des premières inquiétudes, je dirais, de toute la société, de tout le monde, de se dire, mais on va plus se voir, on va plus pouvoir, je dirais, discuter, échanger aussi facilement qu'avant, quoi. Et, euh, et, euh, et la peur, la crainte de perte de lien social revenait est apparue très rapidement. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place, puisque ça correspondait aussi à une période, je dirais, nous, par rapport à comment on organisait de l'année, où on partage plus le travail et les avancées. On a mis en fait en place une pause café, donc un créneau à peu près de 30-45 minutes toutes les après-midi, où en fait, à tour de rôle, soit par équipe, soit par projet, soit par point technique, quelqu'un allait présenter en fait présenter sur quoi il travaillait, ses avancées majeures avec le reste de l'équipe. Euh, voilà, donc ça en fait, ça nous a permis durant cette période de maintenir une proximité et de faire circuler l'information finalement. Et puis chacun avait à structurer les choses, les présenter, parler. Ça générait aussi, ça permettait d'avoir un créneau d'échange euh, dans l'équipe. Voilà, donc ça c'est un des exemples, je dirais. Mais globalement, tout ce qui s'est passé cette année a accéléré, je dirais, la mise en place et la structuration de ce que l'on peut appeler voilà, cadence des affaires, cadence du business, ou tout ce qui est le gros package rituel de management. Donc, une transformation effectivement des modes d'organisation et de style de management.
Est-ce que justement dans le style de management que tu pratiquais ou que vous pratiquiez, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu une autre façon de procéder? Est-ce que entre du directif, du participatif, de l'autonomie, vous étiez plutôt dans quel mode avant et vous êtes dans quel mode aujourd'hui? Et ben, je dirais qu'en fait, ça ça dépend, ça a été vraiment lié au contexte et ça s'est adapté au fur et à mesure puisque là, vu qu'on avait perdu la proximité et dans certains cas, on voit plus, tout ce qui est langage informel, on voit plus, hein. Donc ça a été un peu, j'allais dire, par essai-erreur et au maximum, en fait, de s'adapter aux collaborateurs, par rapport à comment ils se sentaient, comment ça allait et aux contraintes aussi, il fallait prendre en compte, je dirais encore, bien plus qu'avant, les contraintes que chacun pouvait avoir, à titre, personnel. Voilà et donc dans certains cas, je dirais, alors qu'il y a eu un basculement en avec le télétravail, avec, et ben, le style de management est devenu beaucoup moins directif ou, plus que par très light parce qu'en fait, c'est ce qui correspondait le mieux à ce collaborateur et dans d'autres cas, c'était pas forcément du directif, mais une disponibilité, presque, pas immédiate. Mais si en fait le collègue souhaitait qu'on voit un point, rapidement dans la demi-journée, ben, je faisais en sorte d'avoir un créneau pour pouvoir, en discuter. Très bien. Est-ce qu'il y a eu la nécessité de retravailler, de recommuniquer, que ce soit sur la stratégie ou la stratégie de l'entreprise pour partager la vision de l'entreprise afin de rassurer ses collaborateurs? Et où est-ce qu'il y a eu à redéfinir, à retravailler avec eux sur cette notion de valeur, de raison d'être, travailler sur la culture de l'entreprise? Ce sont des sujets que vous avez, alors Thibaut et par exemple, parce que c'est des sujets sur lesquels Alors, vous devez travailler. nous, clairement, encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même dans ces phases d'incertitude, on ne sait pas tout, mais on sait un certain nombre de choses. Et notamment, on sait les différentes pistes qui s'offrent à nous. Et nous typiquement, dès le début, on a eu besoin de beaucoup communiquer avec parfois des présentations qui offraient différents scénarios. Si on obtient ce financement, qu'est-ce qu'on fait? Si on l'obtient pas, qu'est-ce qui se passe? Si on l'obtient, il y a deux pistes, etc. C'est vraiment, mais une obligation, comme il y a un grand flou qui s'installe, j'ai l'impression qu'en tant que dirigeant, alors nous encore plus parce qu'on est dans le monde de l'événementiel, donc c'était même le job des personnes en question qui est remis en cause. Donc, on comprend qu'il y ait des vraies craintes. Je dirais qu'il a fallu plus que jamais communiquer. Encore une fois, cette notion d'accélération, de catalyseur, de tout ça, elle est apparue aussi là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de connaître ce pourquoi ils travaillent. Ils avaient encore plus besoin de savoir pourquoi ils travaillaient, puisque l'existence même de la société dans laquelle ils travaillaient était remise en question. Donc, des points réguliers. Et comme cette crise a été en permanence des changements de règles, nous, par exemple, dans l'événementiel, on a d'abord complètement fermé, puis ça a repris un petit peu au mois de septembre, puis fin septembre. Voilà, on a vécu ça au fil des vagues. Et ben, en permanence, il fallait de nouveau réunir tout le monde, remettre tout le monde autour de la table et en disant voilà ce qui se passe. Les options qu'on avait évoquées, celle-ci n'est plus valide, celle-ci, finalement, c'est celle-là vers laquelle on est allé. Et du coup, aujourd'hui, il y a de nouvelles options qui s'ouvrent à nous et on va faire ça et on va faire ça. Voilà. Donc oui, plus que jamais communiquer. Et pour répondre un petit peu sur la première partie de la question qui était comment manager ces équipes, je partage ce qui a été dit, à savoir qu'il faut être plus que jamais flexible et on a des collaborateurs qui ont eu des vraies craintes de l'épidémie. On voit bien que c'est un sujet qui est clivant. Certains disent c'est une grippe, d'autres disent s'enferment chez eux et chacun a bien le droit de penser ce qu'il veut. Donc, clairement, on a eu des salariés qui ont forcé pour revenir au travail le plus vite possible parce qu'ils en avaient besoin pour leur équilibre, quand d'autres ont été vraiment inquiets, ont eu peur et pour eux, il était juste hors de question de sortir de chez eux. Et là, c'est plus aux salariés de s'adapter. C'est-à-dire que
faire venir quelqu'un au bureau qui a peur, c'est contre-productif. Et inversement, essayer de faire télétravailler en home office quelqu'un qui n'est pas du tout bien chez lui et qui a besoin de venir au bureau, eh ben, il faut évidemment essayer de le faire venir. Et donc, il faut s'adapter aux besoins de chacun, parce que sinon, on va dans le mur. Très bien, merci. Est-ce que, Christophe, tu veux rajouter quelque chose? En termes de communication, oui, nous, ça a accéléré aussi. On avait déjà, donc, en fait, on a plusieurs canaux de communication. Donc, des points, en fait, des occasions d'échanger et qu'il y ait des questions, ou s'il y a des questions, de répondre à ces questions, aux interrogations. Voilà. Sachant, donc, on a un point tous les lundis, très haut niveau. Et après, bien sûr, il y a les meetings d'équipe et ainsi de suite, des entretiens, entretiens individuels, point individuel chaque semaine. Et après, pour, je dirais, avoir un certain rythme et un tempo et savoir, comment dire, et avoir une période d'intégration, hein, parce que bon, il faut aussi s'adapter, mais on ne peut pas changer tous les jours, hein, toutes les semaines. On a des gros points, en fait, tous les trimestres. Donc, en termes voilà, on va revoir la roadmap, la stratégie, partager ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé, et ainsi de suite, quoi. Et revoir les priorités pour le trimestre d'après, quoi. Donc, ce qui permet, en fait, en termes aussi de visibilité, c'est qu'on sait que, quoi qu'il arrive, chaque fin de trimestre, voilà, chacun sait qu'il y a un point le lundi. S'il y a des questions, les questions peuvent être posées. Si ce n'est pas compris, ça peut être adressé, non pas, j'allais dire, en collectif, mais en individuel ou en meeting d'équipe. Et qu'après, pour des grandes messes ou des grandes mises à jour, stratégies ou bilan, c'est chaque trimestre. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, quoi. Et du coup, c'est aussi engageant pour tout à chacun parce qu'on sait qu'on doit donner de la visibilité minimale chaque semaine, mais aussi chaque trimestre. D'accord, donc je retiens effectivement dans ce que vous avez mis en place dans vos entreprises, c'est beaucoup plus de communication, de l'agilité bien sûr, mais énormément de communication pour assurer, il y a des points virtuels, il y a plus de réunions qui sont mises en place, et effectivement être assez agile par rapport aux situations qui se présentent. Est-ce qu'il y a Par contre, excuse-moi, oui, Christophe. Je peux aussi dire quelque chose qui n'a pas marché, hein. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est revenu à… Ou s'il y a des pratiques que vous avez abandonnées depuis? Alors, pas abandonné, mais en fait, il y a eu une petite rechute au deuxième confinement, où justement, quand on a fait notre point, ça tombait, un point trimestriel. Et là, sans vraiment faire attention, on est parti sur partager toutes les informations avec grande messe le matin, grande messe l'après-midi le lundi, plus grande messe le mardi encore matin. Donc à enchaîner les visios et ainsi de suite, même si on avait réduit et ainsi de suite. Bon, concrètement, je pense qu'à chaque fois, ceux qui ont présenté étaient un peu en sol devant des gens connectés, mais on ne sait pas, on ne voyait pas. Et en fait, voilà, c'était une grande messe à l'ancienne, comme quand on est en présentiel. Mais bon, quand on est… En fait, ça ne marche pas, quoi. Enfin, le matin, les gens sont OK. Après fin de matinée, on ne sait plus trop vraiment ce qui se passe. Et bon, l'après-midi, à 2h, quand ça commence, c'est sûr qu'il n'y a pas de questions, hein. Il n'y a pas de questions, mais on ne sait pas si, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Donc, on peut considérer que ce qui a été présenté comme ça l'après-midi, c'est à représenter dans la semaine. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est un régime c'est un peu oscillatoire aussi, ça qu'on fait des choses qui marchent bien du premier coup, et puis d'autres choses, on n'y pense pas tout de suite, puis on se dit après, on aurait dû faire autrement. Donc là, la prochaine fois, en fait, si on est en complète télétravail, ça sera comme on avait fait au premier confinement, en fait, dispatché, réparti sur la semaine pour, voilà, pour éviter d'avoir juste tout le monde qui est connecté, mais c'est pas sûr que c'est pas sûr que le message passe. Bon, ce qui est important, c'est lorsqu'on est en visio, c'est d'avoir les caméras, hein, c'est de voir les personnes, hein. Sinon, autrement, ça revient à du téléphone.
Donc, on ne voit pas les réactions des personnes, on ne se sent pas aussi impliqués que si la caméra est mise. Et puis, effectivement, c'est aussi faire confiance à ces équipes parce qu'on n'est pas à côté. Donc, c'est en tout cas une culture d'entreprise qui est basée sur la confiance. Tanguy, si tu me le permets, moi j'aurais une question pour Voilà. Thibaut et pour Christophe. C'est de leur demander justement, est-ce qu'à un moment, ils ont eu l'impression d'avoir du mal à prendre le pouls, je dirais, de leurs équipes ou de perdre un peu ce lien ou de plus arriver à prendre vraiment la température de l'équipe et de plus arriver à la sentir. Est-ce qu'il y a des moments où ils ont ressenti ça? Alors attends, je vérifie que mon micro est là. Ouais. Moi, clairement, oui, hein, et de façon parfois très violente. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, justement, il y a eu des changements de situation forts et on n'a pas redéfini la stratégie suffisamment rapidement et on s'est fait convoquer presque par nos salariés parce que finalement, les bases qu'on leur avait proposées n'étaient plus d'actualité. Et ils étaient dans le flou et voilà, il y a eu, je dirais pas une mutinerie, mais en mode drapeau rouge, stop, voilà, on est perdu, rendez-vous vendredi, mais voilà, redonnez-nous les règles parce que là on est paumé. Et je pense qu'il faut accepter dans ces situations-là que les choses ne soient pas carrées parce que clairement on fait des erreurs de management, les fameux signaux faibles que tu évoquais, on ne les a pas. Chacun réagit différemment, il y a plus le phénomène de groupe, donc oui, en permanence, on fait des erreurs. Hein, Donc, la cohésion, cohésion des équipes, assurer cette cohésion par le partage d'une vision, d'une trajectoire, d'une stratégie qu'il faut sûrement réadapter. Et on pense des fois que les choses sont connues, sont claires, où le dirigeant pivote plus vite et on risque de laisser des gens en bord de la route parce qu'on ne les a pas suffisamment impliqués ou informés sur les projections futures. Donc, être bien vigilant là-dessus. J'ai également Nathalie Newskivé qui réagi sur le chat, qui dit qu'elle a mis également des actions similaires en place et que pour elle, le challenge a été de maintenir le mode d'organisation avec l'adaptation aux situations individuelles. Et qu'elle a aussi retrouvé cette difficulté dans la gestion des vies personnelles des collaborateurs dans ce contexte particulier. Nathalie, est-ce que vous souhaitez nous en dire plus? Et Tanguy, est-ce que tu veux rebondir sur ce point? Oui, je vois effectivement sur le chat sa question sur la gestion effectivement donc la difficulté est aussi dans la gestion de la vie personnelle du collaborateur, effectivement, qui peut traverser des moments difficiles, en tout cas d'un point de vue personnel. Donc oui, c'est effectivement d'être. Alors je sais pas comment Nathalie a réagi à ces situations. Est-ce qu'elle veut nous dire partager son expérience? On peut la prendre là maintenant, si son micro est ouvert. Non. Non. Ah si. Oui, Nathalie. Voilà, je vous vois sur la caméra. On ne vous entend pas. C'est le micro qui ne fonctionne pas. Bon, effectivement. Alors, si je lis par rapport à la question de Nathalie, effectivement, c'est bien toujours être vigilant sur. On revient à cette fameuse courbe du changement, c'est-à-dire que et puis à cette histoire de vie au niveau des collaborateurs. Chacun va vivre aura vécu et vivra des moments, peut vivre des moments difficiles. Et est-ce qu'il y a des moments particuliers? C'est plus difficile, c'est avoir aussi un échange, un partage en one-to-one à chacune des personnes pour que chacun puisse se livrer et expliquer effectivement la situation qu'il a vécue et que les personnes autour de lui, de son équipe, s'en rendent compte. Parce que sinon, comme il y a cette distanciation physique qui existe, on ne sait pas ce que font les autres, on ne sait pas comment ils vivent, on ne sait pas quelle est leur réaction. Et il peut y avoir donc des incompréhensions qui naissent de ces situations et donc des conflits ensuite qui vont naître entre les personnes.
hein, ou de la jalousie entre les personnes, parce qu'il y en a qui sont en télétravail, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui ont eu des difficultés personnelles, qui n'ont pas voulu partager, et les autres ne comprennent pas du coup ces comportements. Donc, je crois que c'est toujours être à l'écoute des gens, de son personnel, pouvoir échanger avec eux, et comprendre effectivement les difficultés qu'ils rencontrent, et s'ils le souhaitent, presque à eux de décider, éventuellement le partager avec le reste de l'équipe, mais il faut que ce soit de leur fait, on ne peut pas l'imposer, bien sûr. Ça reste personnel. Mais en tout cas, que le dirigeant soit au courant et puisse être le modérateur ensuite au niveau de l'équipe si nécessaire. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres… voilà, sa réponse a été « J'ai surfé avec une main de fer dans un gant de velours parce que tout ne marche pas dans la durée. » La vie humaine dans l'entreprise, bien sûr, effectivement, faut jongler, bien sûr. Alors, je vais continuer maintenant. Je remercie Thibaut et Christophe. Je vais partager avec vous maintenant une approche que nous avons mis en place chez Visconti, une approche qui a été mise en place depuis avril dernier, au cours du premier confinement, avec nos clients, avec les entreprises, pour initier et travailler avec eux sur la régénération de leur business. Après, on reviendra aux questions des différents participants et je terminerai par des best practices, une liste de best practices qui, j'espère, sera inspirante pour vous. Alors, j'essaie de ne pas me tromper dans les différentes touches de mon clavier. Voilà, donc c'est bon, le slide est passé. Donc, cette approche, elle a pour but de répondre à 3 questions clés. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on a appris ensemble ces derniers mois, hein, faire cette évaluation du vécu sur les mois passés, vécu des personnes au niveau du business, hein, faire ce feedback, cette évaluation sur le vécu, en tenant compte de tout notre environnement. La deuxième question à laquelle cette méthode va permettre de répondre, c'est en quoi cela transforme ou consolide nos pratiques actuelles, nos pratiques business, nos pratiques managériales. Qu'est-ce qu'il faudra effectivement mettre en place et qu'est-ce qu'il faudra, quels seront les plans d'action à mettre en place. Et puis, quand on met un plan d'action, c'est aussi le planifier dans le temps, donc pouvoir planifier ces actions en mettant des échéances et en priorisant ces différentes échéances. Donc, si on regarde effectivement déjà sur la première étape, ça va être de capturer tous les faits que l'on a vécu, traversé, en explorant 3 domaines. Donc, faire cette analyse 360, on va dire, de notre environnement. Voilà, je passe. Bon, exploration donc à 360 de notre environnement, des différents domaines qui ont impacté notre environnement. Et ces domaines il y en a 3. Il y a le contexte dans lequel nous sommes, le contexte qui a différentes facettes, le contexte sous l'angle politique, bien sûr, parce que les décisions politiques ont des impacts et jouent un rôle majeur dans cette crise. C'est elles qui nous donnent ce tempo et ces obligations d'ouverture, de non-fermeture, d'ouverture, de confinement, de restriction. Mais c'est aussi toutes les aides financières que l'on peut avoir, qui sont aussi données par le politique avec les PGE et la prise en charge du chômage, par exemple. Donc, en quoi toutes ces décisions politiques vont impacter notre business? Première question. Il y a l'aspect, on peut aussi le regarder sur ce contexte, sur l'aspect réglementaire. La réglementation est à prendre en compte. La législation évolue. Que ce soit par exemple sur les temps de travail, sur la durée du travail, sur comment mobiliser les congés payés des personnes. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui vont évoluer au niveau du réglementaire et ces mesures aussi vont modifier notre mode de fonctionnement pour l'avenir. Il y a le contexte économique également. Ce contexte économique, bon oui, il peut être incertain, il est fluctuant, mais quel va être son impact dans nos conditions d'exploitation, au niveau de notre business, de notre vision, de notre stratégie. Voilà, donc voilà ce contexte, hein, sur ces 3 volets, c'est les questions il faut explorer ces 3 horizons et se poser les questions et écrire déjà l'impact de politique, économique
et réglementaires sur nos activités. Le deuxième élément sur lequel il faut se pencher, c'est sur le marché et ses acteurs. Il y a des tendances fortes qui vont se dégager depuis le début de cette crise. On l'a évoqué, des tendances sur les supply chains, des tendances sur la digitalisation, des tendances sur la gestion de l'humain. Donc, les business models des entreprises vont être impactés par ces tendances fortes. Donc, il faut en prendre compte. Par exemple, il y a là, je pourrais donner comme exemple la téléconsultation médicale qui s'est développée. Est-ce que pour des personnes qui seraient sur des activités médicales, est-ce que c'est une pratique pérenne ou pas? Et du coup, est-ce que des business models nouveaux vont naître et peuvent impacter nos activités? Alors justement, Tanguy, je me permets de rebondir. J'ai Chloé qui demandait de façon générale hein, aux participants, mais je pense que nos deux intervenants pourront répondre aussi. Il demandait cette période a-t-elle été l'occasion de se doter d'outils numériques pour les entreprises qui sont présentes ici, justement par rapport au contexte? Alors, est-ce que ce soit Thibaut ou Christophe, est-ce que vous avez mis en place ou dans vos stratégies, dans vos développements de nouvelles pratiques impliquant des technologies, nouvelles technologies numériques? Oui, nous tout simplement on utilisait Slack et Confluence. Et ça va, je dirais, le job, et on n'avait pas trop de visio où on se débrouillait, quoi. Par contre, quand on s'est tous retrouvés à passer toute la boîte en télétravail, c'était plus possible, quoi. Donc on a très 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 rapidement en fait finalement basculé sur Teams. Voilà. Parce que en fait, visio, le chat intégré et surtout la possibilité d'échanger les documents et de faire du travail collaboratif. Mm. Voilà. Donc, Trouver des nouveaux outils collaboratifs, effectivement, autres que ceux qu'on pouvait avoir, qui étaient les Slack qui existaient, mais effectivement, voilà. Et en plus, comme c'était un peu, comment dire, comme Teams. je veux pas dire dans l'urgence ou enfin, on n'allait pas lancer un projet, une préétude sur je sais pas combien, enfin voilà quoi. Donc finalement, d'avoir tout ça qui était intégré, pas trop avoir à se poser de questions et je dirais une seule facture, voilà. Il y a certainement d'autres solutions et qui font pareil, hein. Mais en tout cas, nous, voilà, on a basculé sur ce type de solution. Donc, exemple avec Microsoft, puisque Teams, c'est Microsoft, et pour faire de la pub que pour Microsoft, il y a aussi l'environnement Google qui existe aussi avec ces outils collaboratifs, que ce soit avec le Drive, que ce soit avec la visio, avec les chats aussi, il y a tout un ensemble d'outils, mais il y en a également d'autres. Voilà, donc effectivement, c'est de trouver les bons outils collaboratifs. Ça, c'est pour le bon fonctionnement interne de l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des modifications, des innovations, des investissements dans le numérique pour une communication vers l'externe, vers les clients ou les fournisseurs? Moi, non, pour répondre à ça, parce que nos clients, à part des newsletters et autres, on n'a rien mis en place. Je pense qu'on a tous découvert que finalement, les progrès technologiques qui avaient été faits par Zoom, Teams et autres, puisque on utilisait Skype moi j'ai beaucoup utilisé Skype à un moment, mais plus dans le domaine privé, et il y avait quand même des sérieux bugs. Là, on a découvert que finalement, Teams fonctionnait plutôt bien à plusieurs. Voilà. Et sinon, moi, autre outil qu'on utilise quand même beaucoup, qui était déjà en place aussi avant, c'est Trello, qui est un outil collaboratif de suivi de projet qui fonctionne très bien. Voilà, Slack, Trello, c'est clair que c'est des choses qui sont en place. Après, honnêtement, la boîte qui a essayé de les mettre en place pendant le confinement, je pense que c'était un peu trop tard, parce que c'est le genre d'outil qui nécessite une vraie prise en main par les équipes, une vraie adaptation. Et nous, ça a été déjà long à mettre en place alors qu'on était en présentiel. À l'époque, on l'a mis en place. Je n'ose pas imaginer la difficulté de le faire en visio, quoi. Voilà.
Mais bon, c'est là où finalement ces crises vont finalement faire ressortir les gens qui étaient préparés, parce que le digital, c'est comme les magasins qui se sont retrouvés fermés. Alors oui, certains sont tout d'un coup mis à faire du click and collect, mais la réalité, c'est que ceux qui le faisaient depuis toujours s'en sont beaucoup mieux sortis. Voilà. Tout à fait. Vous avez un exemple typique de magasin qui n'a pas su effectivement, une chaîne de magasins qui n'a pas su mettre en place une transformation numérique à temps. C'est cette chaîne de magasins de produits surgelés. Et cela a valu effectivement, pendant toute la période de confinement, ils n'ont pas su faire alors qu'ils avaient des systèmes de livraison à domicile, ils n'ont pas su effectivement s'adapter suffisamment par manque d'équipement. Et donc, ça a entraîné un changement de direction et une nouvelle stratégie qui a été mise en place. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont réussi à pivoter et à être plus performants sur cette seconde phase de la crise. Donc, effectivement, le commerce a fortement bougé. Ceux qui n'étaient pas habitués au click and collect, effectivement, ça a été difficile à mettre en place. Donc, c'est des évolutions, ce contexte. Hein, donc, comment ce contexte transforme notre environnement et son impact. Pareil vis-à-vis de nos concurrents aussi, hein, c'est d'avoir une vision des concurrents et comment les concurrents réagissent. Voilà. Je passe sur le troisième axe, hein, qui est, bien sûr, c'est l'entreprise, mais l'entreprise, c'est les hommes, les organisations, les process, les outils. Donc là aussi, qu'est-ce qui a changé dans cet environnement? Donc c'est vraiment à faire cette analyse sur ces trois grands volets. Qui sont donc le contexte, le marché et l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a aussi la gouvernance, il y a aussi des changements de gouvernance au niveau du CODIR, au niveau des organes du board. La structure financière a pu être modifiée aussi dans les entreprises puisque les trésoreries ont été fortement impactées. Donc tout ça, c'est autant de questions et d'apprentissages à en retirer. Et il faut faire ce travail d'évaluation. En tout cas, si cela n'a pas été fait, et je vous incite tous à faire ce travail et en tout cas vous faire accompagner si nécessaire. N'hésitez pas pour réaliser tout ce travail et vous challenger sur ces différents sujets. Alors, une fois qu'on a fait ce travail d'analyse, d'évaluation sur l'ensemble de nos activités, ensuite, effectivement, c'est de mener l'analyse. Donc, de mener une analyse et de pouvoir prioriser. Donc, en quoi ces informations sont vraiment pertinentes? Est-ce que c'était des signaux forts? Est-ce que c'était des signaux faibles? Quelle était la pertinence de ces données qu'on a recueillies? Est-ce que c'est révélateur d'une mutation et d'un changement profond des organisations? Est-ce que c'est plutôt un accélérateur de tendance qui a été identifié? Et dans ce cas-là, il faudra plutôt le prévoir dans nos réflexions à une échéance plus lointaine, ou est-ce que c'est vraiment disrupteur? Est-ce que c'est vraiment un changement profond? Et dans ce cas-là, il faut s'en occuper très rapidement. Donc, si on regarde toute cette analyse-là, suivant cette grille entre signaux forts, signaux faibles, entre cette pertinence, est-ce que c'est révélateur, accélérateur, disrupteur, on va pouvoir construire un phasage, un plan d'action sur le moyen long terme pour effectivement avoir une stratégie qui soit plus précise. Donc, ça peut être effectivement sous forme de graphique. Alors, on focalise d'abord sur tout ce qui est orange, ensuite sur le gris foncé, ensuite sur le gris clair. Voilà un exemple de priorisation qui n'est pas une matrice standard qu'on a l'habitude de voir, qui est une autre façon d'analyser effectivement ce vécu et de prévoir et de construire un plan d'action pour les mois et les années à venir. Alors, on pourra aller plus loin si vous voulez à ce moment-là en aparté sur ces différents sujets. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est laisser un peu plus de place aux questions des différents participants, questions que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au témoignage de Thibaut et de Christophe, interrogations que vous avez. Et puis, donc, laissez déjà la place à vos paroles. Et ensuite, je terminerai par quelques best practices. Voilà, donc je laisse la parole. Je ne sais pas si, Guylaine, qu'est-ce que nous avons au niveau du chat? Est-ce qu'il y a des questions?
J'ai pas de questions actuellement sur le chat, donc je vous engage soit à prendre la parole, soit à venir en laisser. Au niveau des outils, j'ai un témoignage de Grégory Alain, justement, qui, lui, au niveau des outils, a mis en place justement un formulaire Typeform à remplir quotidiennement en fin de journée et qui lui a permis justement de rassurer ses collaborateurs comme ses managers parce que ça a permis justement de mettre en place un suivi qui était exhaustif sans être visiblement invasif. Je ne sais pas si parmi nos participants, il y en a d'autres qui ont mis en place ce genre d'outils pour faire en sorte que leurs collaborateurs ne se sentent pas perdus, j'allais dire, ou abandonnés. J'ai une question sur ce formulaire. Je trouve effectivement que c'est une très belle initiative. Est-ce que c'était un formulaire qui était plutôt orienté sur la météo des personnes, sur leurs ressentis, ou plutôt un formulaire sur leurs activités, leurs opérations, le business? Est-ce que Grégory peut répondre? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, enchanté. En fait, on a décidé de mettre ça en place pour avoir un suivi principalement technique au départ. Nous, on travaille dans l'audiovisuel et on produit des dessins animés. Et on avait besoin d'avoir la nécessité de pouvoir avoir un suivi quotidien, de s'assurer que le fonctionnement pour l'ensemble de nos collaborateurs, aussi bien en interne qu'en externe, hein, quand ils étaient en télétravail, le fonctionnement était idéal. Donc pour le coup, on demandait s'ils avaient rencontré des problèmes ou pas, ce qui nous permet aussi d'avoir un taux de satisfaction en interne. Et on a environ 70-80 personnes et on n'était pas en mesure de pouvoir contacter tout le monde indépendamment pour s'assurer si tous les jours ils ne rencontraient pas de problème. Donc on s'est très vite rendu compte que le Typeform était, enfin, je parle de Typeform parce qu'on utilise cette interface-là parce qu'elle est plutôt agréable aussi visuellement et c'est plutôt intéressant aussi vis-à-vis des collaborateurs d'avoir quelque chose d'assez agréable à remplir chaque soir. Et ça nous permettait quotidiennement, tous les matins, les encadrants devaient regarder ce Typeform pour s'assurer que le fonctionnement technique était bon et avec aussi quelques questions qui nous permettaient de savoir si on devait agir en priorité vis-à-vis de certains collaborateurs par rapport à d'autres. En gros, s'il y avait un dysfonctionnement technique à distance ou en présentiel, est-ce qu'ils étaient prioritaires par rapport à d'autres? Typiquement, est-ce que ça ralentissait leurs tâches ou pas? Et si le problème technique ralentissait leurs tâches, c'était une priorité dans la matinée. Si c'était un problème qui pourrait juste améliorer leur quotidien, c'était une priorité sous 24 heures ou à 48 heures. Ce qui permettait aussi d'organiser au mieux notre IT dans son quotidien. Très Parce bien. que c'est ça aussi la grosse problématique du télétravail, c'est de pouvoir organiser au mieux les tâches de chacun sans qu'on soit trop dispersé. D'accord, donc excellente initiative. Il y a aussi un petit mot, je vois, de Chloé Templier qui précise aussi pour la météo des équipes. Elle parle d'un outil qui s'appelle c'est Bloom at Work, qu'elle trouve en tout cas pertinent et on a un lien pour aller voir cet outil. Donc, je trouve que c'est une excellente. Merci pour ce partage. Je sais que chez Visconti, on utilise aussi des outils au niveau de l'ensemble de nos partenaires. On est une trentaine et on utilise un outil qui s'appelle Zest, qui permet aussi d'avoir de créer ce genre de sondage un petit peu à la carte pour avoir régulièrement l'état d'esprit. On peut créer des sondages spécifiques, personnalisés. Ça permet en tout cas d'avoir ce suivi et d'identifier au cas où ces fameux signaux faibles, être à l'écoute de signaux faibles. Voilà, ça c'est extrêmement. Je me permets de rajouter juste une information, c'est que c'est très rassurant aussi pour nous d'avoir cet ensemble d'informations parce que ça nous permet d'avoir en effet une météo chiffrée, statistique sur la santé de la société. Donc souvent on peut être un peu perdu de savoir est-ce qu'on est sûr d'avoir les bonnes informations. Là, ce genre d'informations nous permet d'avoir des informations précises. Super. Il y a également David Grandadam qui donne un autre outil qui est top, dit-il, pour humaniser les rapports, qui s'appelle Loom, qui permet d'avoir une vidéo de l'écran et ou de votre tête. Donc pour suivre un petit peu, j'ai l'impression, l'état d'esprit par rapport au travail.
Et puis, pour rebondir un petit peu, nous avons une question de Caroline Ortiz qui demande à tout le monde, et donc principalement à nos participants, comment avez-vous géré votre stress, incertitude ou bien-être en tant que dirigeant? Et Tanguy, peut-être que tu auras des conseils justement à dispatcher sur ce sujet. Je sais peut-être un peu plus loin dans tes best practices. Voilà, dans les best practices, on va l'aborder effectivement. Est-ce que, je sais pas, tiens, est-ce que Christophe ou Thibaut, vous avez mis en place, comment avez-vous géré? D'abord, est-ce que vous avez été stressé déjà dans votre activité? Et si oui, comment vous avez pu le gérer? Alors, moi, oui, le stress, je pense qu'on on l'a tous quand même subi parce que voilà, c'était une période particulière. L'équipe, de façon très forte, nous, on a fait intervenir dans notre réseau d'amis. Mon associé avait une, une personne qui est psychologue en entreprise. Et donc, on a fait un accompagnement de toute l'équipe en groupe et on a proposé aux uns et aux autres un suivi psychologique s'ils en avaient besoin. Et perso, moi, je l'ai fait et voilà. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Mais encore une fois, chacun a des besoins qui diffèrent et il faut apporter les outils en fonction de ses besoins. Très bien. Donc, effectivement, être à l'écoute de ces fameux signaux faibles, s'il y a quelqu'un qui commence à tomber dans dans ce burn-out ou bore-out, suivant ou blown-out, c'est les trois écueils que j'ai cités tout à l'heure, en fin de compte. Et en fonction de ces écueils dans lesquels vont se trouver les personnes, si en interne, on n'a pas les compétences, ne pas hésiter, bien sûr, à se faire aider de personnes externes pour aborder ces aspects plus humains, comportementaux. Voilà. Donc, je ne sais pas si Caroline Ortiz, en posant cette question, peut-être qu'elle avait une idée, peut-être qu'elle proposait quelque chose. Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon, oui. C'était pas forcément une idée, mais c'est vrai que ça a été une période que j'ai vécue très très mal. Alors, en passant tous les stades que vous avez décrits tout à l'heure, et à plusieurs reprises, et avec des hauts et avec des bas. Et en fait, ce que j'ai trouvé le plus difficile, et ça se ressent encore sur mes épaules physiquement aujourd'hui, c'est l'idée de devoir porter l'équipe, de devoir porter leur bien-être, de porter leurs peurs, leurs angoisses, et ça faisait énormément de responsabilités. Et voilà, je m'étonne, en posant cette question, c'était un petit peu provoque parce que je m'étonnais, et je m'étonne souvent dans tous les webinars ou les interventions sur comment gérer la crise en ce moment, d'assez rarement entendre de faiblesse de la part des dirigeants. Je ne me sens pas isolée, je pense qu'on est beaucoup dans mon cas et moi, j'ai aucun problème à le dire. L'équipe le sait, je lui ai demandé aussi un peu d'aide parfois parce qu'on est tous ensemble dans le même bateau. Et effectivement, l'intervention d'externes, essentielle. Voilà, donc c'était juste pour voir un petit peu comment on partage ça, parce que pour moi, ce n'est pas du tout une honte d'avoir du mal à le gérer en ce moment. Et je renforce ce que vous dites, Caroline, vous verrez dans les best practices que l'on va voir, mais effectivement, j'ai un endroit, je précise que dans les risques psychosociaux, psychologiques que l'on peut avoir dans cette période-là, le dirigeant est comme tout le monde, c'est aussi un humain, donc lui aussi va avoir ces moments de doute, de stress, et il n'y a pas de honte à partager les difficultés que l'on peut rencontrer à titre personnel. Alors bien sûr, c'est de ne pas sombrer non plus et d'avoir parfois arrivé à communiquer sur ses propres doutes, ses propres inquiétudes, ses propres difficultés, tout en gardant une posture aussi on est en charge du business, donc on est là aussi pour s'en sortir, on va tous travailler ensemble pour y arriver, quoi. Mais ne pas hésiter si effectivement on a ces difficultés. Moi je dis, il n'y a pas de honte, en tout cas le partager avec ses équipes. À partir du moment où on demande à ses équipes aussi de nous faire part de leurs difficultés, ça me semble logique et réciproque que le dirigeant puisse aussi exprimer les difficultés qu'il rencontre lui aussi. En tout cas, ça nous a permis d'avancer vraiment, de jouer la transparence en fait là-dessus et de pas être le super-héros, tout va bien, les gars, on va tout
tout se passe bien du coup. Mais... Et puis, votre cycle, en fait, j'ai l'impression qu'on le fait très rapidement et peut-être plus rapidement que les autres. Et c'est important qu'il sache à quel rythme on va. Le dirigeant passe plus rapidement, il a plus d'agilité, il a passé plus rapidement, je dirais, de l'état de choc à l'étape d'engagement, peut-être aussi plus rapidement dans l'autre sens. Et je peux rappeler à vous, j'ai dit, il faut laisser du temps aux personnes. Les gens ne vont pas à la même vitesse que nous. Les rythmes sont différents suivant les personnes. Et ça, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de ces différentes phases et prendre conscience de la vitesse à laquelle on se déplace sur cette courbe en aller ou en retour. Voilà. Tanguy, justement, c'est un point sur lequel on avait échangé, mais je pense que c'est une question que tout le monde doit plus ou moins se poser, c'est jusqu'à quel point en tant que dirigeant on peut communiquer sur les incertitudes ou les doutes qu'on ressent à ces équipes par rapport quand même au rôle qu'on a dans l'entreprise. Il faut affronter je crois que c'est Thibaut qui le disait aussi, il faut savoir affronter la réalité en face. Il ne faut pas se la cacher. Donc, s'il y a des doutes, s'il y a des inquiétudes, il faut l'annoncer, mais il faut aussi après impliquer collectivement une réflexion pour trouver les solutions. Le dirigeant n'a pas trouvé nécessairement tout seul les solutions. Donc, c'est toujours ce travail collectif qui est important, d'implication. Faut dire les choses. Il ne faut pas les cacher, parce que si on les cache, ce sera pire. Les gens vont le découvrir, donc il faut dire les choses. Et puis, bien sûr, on est là pour donner de l'énergie, on est là pour engager les gens, on est là pour montrer le chemin, on est les leaders, on doit entraîner les équipes avec nous, mais ce n'est pas contradictoire avec le fait de dire aussi les difficultés que l'on va rencontrer pour y arriver. Il va falloir les surmonter. Par contre, on est là pour surmonter ces difficultés ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer sur les quelques best practices là, pour les dernières minutes qui nous restent, puisque je vous en parle depuis un petit moment là. Je vois d'autres. On verra après sur les questions, s'il reste les questions ensuite. Je vois une question de David. Alors, moi, juste compléter ce que tu disais, Tanguy, c'est la question entre de tout dire ou de ne pas tout dire. En fait, c'est surtout de ne rien cacher. C'est-à-dire que on ne peut pas toujours tout dire avec des mots crus, mais on peut toujours tout expliquer. Et quand on ne peut pas le dire, il faut le dire, ça, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien, ça ne peut pas être un message qui passe. Ce n'est pas possible. Après, de rassurer et dire aujourd'hui, ça ne va pas bien, mais on pense qu'on va s'en sortir parce qu'on va faire ça, parce qu'on va faire ça et parce qu'on va faire ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, en fonction des collaborateurs, on voit bien qu'il y en a qui ont envie de savoir et d'autres qui n'ont pas envie de savoir. Et donc, il faut adapter, encore une fois, son discours à chaque collaborateur. Entièrement d'accord. Parfait. Je passe à quelques bonnes pratiques. Là, c'est les têtes de chapitre. D'abord, des pratiques, il faut adapter son style de management. Donc, effectivement, le télétravail nécessite un management plus resserré, peut-être, en collectif et en individuel de votre équipe. Ça veut dire qu'il va falloir prévoir certaines réunions, il va falloir prévoir aussi des one-to-one, il va falloir changer votre mode de pilotage de vos équipes. Il va falloir prendre en considération que si vous êtes dans une structure avec des managers intermédiaires, ces managers intermédiaires, ils sont extrêmement importants parce qu'ils sont le maillon entre des employés et entre vous. Donc, il est très important aussi d'être à l'écoute de ces managers intermédiaires et ne pas croire qu'ils sont toujours aussi engagés que vous. Toujours pareil, positionnement sur cette fameuse courbe du changement. Il faut parfois aussi revoir les responsabilités et les rôles de chacun. Je crois que c'est Christophe qui disait effectivement, il y en a, on peut lâcher un peu la bride parce qu'ils sont très motivés, donc on aura un peu moins de contrôle, de surveillance ou de points avec eux. Par contre, il y en a d'autres, il va falloir être beaucoup plus axé sur le plan d'action à court terme. Être là mettre des jalons et puis piloter ces jalons et contrôler ces différents jalons et les résultats obtenus à chacun de ces jalons. Donc, il va falloir adapter effectivement son style de management
parfois être dans un mode peut-être plus directif pour certains, qui peut-être, quand on dit directif, c'est être plus généreux pour des personnes qui sont en perte temporaire de motivation. C'est Christophe qui nous l'avait dit lorsqu'il a témoigné. Ça peut être impliquer des équipes sur des projets, ne pas hésiter à créer des équipes projets pour les investir dans des nouveaux axes de développement et ne pas faire seulement que dans son coin tout seul, mais impliquer les autres. Voilà tout ce qui peut être, donc créer des petits chantiers internes si nécessaire pour créer ces équipes projets et faire en sorte que les gens prennent du plaisir au travail. Donc ça, c'est toute cette partie-là sur ce premier chapitre. Le deuxième chapitre qui est bien sûr entretenir la culture d'entreprise. Je crois qu'il faut faire confiance aux gens, ça oblige à faire confiance surtout si on a mis en place le télétravail. Cette confiance va fonctionner si on partage la vision, la stratégie, les objectifs de l'entreprise, communiquer sur la raison d'être de l'entreprise et puis bien sûr l'incarner, avoir ces petites minutes sociales aussi en début de réunion. Souvent on dit on fait une réunion, mais c'est bien de consacrer quelques minutes, 2, 3 ou 5 minutes en début de réunion pour créer ce petit lien social et vérifier que tout le monde va bien avant d'enchaîner tout de suite sur le business comme on pourrait le faire lorsqu'on est en présentiel. Être bien sûr dans l'action, ça veut dire penser à refixer des objectifs court terme, moyen terme, définir les priorités et des choses qu'il faut peut-être arrêter de faire et d'autres qu'il faut au contraire accélérer. Redéfinir vos indicateurs qui peuvent changer, des nouveaux indicateurs au niveau de l'entreprise. Voilà, être dans l'action pour contrôler et au niveau de vos équipes. Alors, adapter l'espace de travail, bien sûr, il faut beaucoup de flexibilité. Donc, on a parlé des outils de collaboration en ligne qui ont été évoqués. Alors, il y avait Slack, il y avait Trello, et puis maintenant, il y a Teams, il y a Google, il y a sûrement encore plein d'autres outils, BizBusy, enfin, il y en a plein, on va tous les citer. Des outils collaboratifs qui vont associer à la fois le partage de documents, des drives, de la visio, etc. et du chat. Entretenir une communication positive. Donc ça, c'est pour moi un point essentiel, c'est vraiment partager les bonnes nouvelles, même si elles sont toutes petites. Toujours les petits succès, il faut les continuer à les célébrer, il faut le partager avec vos équipes, ce qui permet toujours d'avoir des personnes engagées. Voilà, et dire merci aux personnes et saluer les différents rôles des personnes dans l'entreprise, informer régulièrement. On l'a dit, on l'a redit, oui, c'est informer régulièrement sur l'activité, sur la situation financière, sur le business, sur le portefeuille de commandes, sur les projections futures, etc. Créer des conditions de sécurité psychologique, ça oui, c'est important. Donc, je réinsisterai encore, accepter et reconnaître la diversité des situations que l'on a et des comportements face à cette crise, cette prise de conscience. Partager, pourquoi pas, prendre cette fameuse courbe de changement aussi, ça peut être un exercice, on prend la courbe de changement et vous et toi, tu en es où cette courbe aujourd'hui? Comment tu te situes, par exemple? Encourager les personnes, si elles en ressentent le besoin, on l'a évoqué, d'évoquer leur stress, leur vulnérabilité, sans avoir de jugement, sans risque, sans être là pour juger les personnes, mais pouvoir partager effectivement ces inquiétudes. Et idem pour le dirigeant, il peut aussi le faire. En tant que dirigeant, c'est une vérité toujours vraie, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'écoute. C'est l'écoute à 80% et c'est le dire à 20%. Donc, ne pas monopoliser les réunions, laisser les personnes s'exprimer. Et vous ne devez parler que très, très peu, uniquement au point de décision, introduction, conclusion, mais laissez parler les autres, surtout avec le télétravail. J'ai dit aussi, bien sûr, le leader doit partager ses vulnérabilités avec authenticité. C'est important et jouer la transparence, ne rien cacher. Concernant la partie générateur de stress et d'anxiété, l'incertitude, elle est là. On est dans ce monde incertain, c'est clair, il y a l'incertitude, il faut l'accepter. Donc, il faut décider sur ce que l'on peut agir, sur quoi on peut agir, on ne peut pas agir.
Il faut ne pas surestimer ou sous-estimer les menaces dans les deux sens. Et puis, peut-être parfois aussi, c'est conseiller à ne pas toujours écouter en permanence le fil d'actualité, qui est quand même assez anxiogène. Donc, arriver à prendre du recul par rapport à ces fils d'actualité, voilà, qui nous rabâchent, je dirais, heure par heure, que ce soit sur les radios, les télévisions, tous les malheurs et tout le stress. Donc ça, c'est vraiment générateur de stress et d'anxiété. Essayons de prendre du recul par rapport à cela. Et puis, le dernier ligne qui me semble essentiel par rapport aux parties prenantes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se focaliser sur la relation client, une relation client positive, donc être dans l'écoute de ses clients, pas nécessairement dans la vente d'offres en fonction des situations, mais être vraiment au service des clients et être là aussi pour les aider. J'en ai certains, j'ai rencontré j'ai un client, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément proposé ses services à ses clients pour résoudre leurs problématiques. Ce n'était pas du tout son métier, mais en apportant sur des problématiques toutes simples, d'administration des ventes, de gestion des commandes, il est allé, qu'ils avaient beaucoup de difficultés, il est allé proposer ses propres services pour aider ses clients. Je peux vous dire qu'automatiquement, il y aura un vrai retour d'ascenseur par la suite. Donc, voilà un petit peu différentes idées. Il y en a sûrement encore beaucoup d'autres. On en a évoqué déjà aussi entre nous tout au long de cette présentation. On approche là de la fin, je vois qu'il est 25. Est-ce qu'il y a maintenant des... Alors, avant de conclure, juste un petit mot, bien sûr, on a évoqué différentes pistes. Si vous voulez aller plus en avant sur ces différentes réflexions, n'hésitez pas à nous contacter chez Visconti. Je ne l'ai pas cité, je ne l'ai pas dit au tout début, mais comme on est partenaire, on est plusieurs coachs partenaires, que ce soit moi, que ce soit Frédéric Lassalle ou Stéphane Thiollier, les trois partenaires Visconti pour accompagner l'écosystème WeSprint. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, s'il y a des questions, en tout cas, de votre part, des compléments, il nous reste 5 bonnes minutes pour répondre aux questions. À toi, Gillian. Je regarde le chat. Alors oui, pas de questions. Le support, je le communiquerai si vous nous laissez bien sûr toutes vos coordonnées via Gillian. On pourra vous communiquer ce support avec nos coordonnées, bien sûr. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne vois pas d'autres questions. Donc, pour tout le monde, je laisse mon adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez qu'on vous communique le support. Effectivement, sinon, il y aura, si tout va bien, un replay qui sera mis à disposition pour ceux d'entre vous qui ont dû quitter malheureusement la réunion un peu plus tôt, qui voudraient revoir la présentation, qui sont arrivés un petit peu en retard. Et puis, effectivement, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez être mis en relation avec Tanguy. Il y a également ses coordonnées qui s'affichent actuellement à l'écran. Si vous voulez aller plus loin dans le coaching, dans les bonnes best practices, les bonnes pratiques du dirigeant, si vous avez besoin d'accompagnement également. Voilà, je tiens à tous vous remercier et puis merci à Thibaut et à Christophe pour leur témoignage et leur contribution à ce webinaire. Ça a été un plaisir de le partager avec vous. Merci Tanguy. Eh bien, écoutez, je pense que s'il n'y a pas de questions, on va conclure là-dessus. Je remercie également très chaleureusement Tanguy pour cette présentation et pour ce partage. Merci Christophe et Thibaut, effectivement, pour votre participation et votre disponibilité. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Merci pour vos partages et vos témoignages. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes ou à vos questions. Je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez plus d'informations, si vous souhaitez une mise en relation, obtenir le support.